Bon, alors maintenant qu'on en est là, est-ce que on pourrait catégoriser les causes des erreurs humaines? Est-ce que du coup, est-ce que c'est possible déjà? Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que moi j'ai des idées sur les causes? Oui, qui sont globalement assez similaires à ce qu'on peut retrouver sur d'autres, sur les sites. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est jamais. La plupart du temps, c'est pas binaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule cause. Il y en a plusieurs. Mais il y en a une qui est plus prépondérante que les autres. Après, si on a fait l'exercice de synthèse sur les causes ensemble. Hein. Pour moi, il y a 5 grandes causes d'erreurs humaines. Après, voilà, certains diront non, il y a aussi ça, non. À mon avis, au final, on arrive à rentrer les trucs dans les 5 grandes causes. Ouais, je suis d'accord. La première, les 2 premières, qui sont un peu les 2 causes les plus faciles, c'est la documentation et la formation. Et quand je dis c'est facile, c'est que globalement, on pense souvent à ça quand il y a une erreur humaine. On va souvent voir la doc, on va souvent voir la formation, et on va souvent dire on va mettre à jour le document ou il faut former les gens. Globalement, c'est un peu le chemin de facilité, mais on peut pas retirer le fait que c'est des causes qui peuvent expliquer des erreurs humaines. C'est marrant ce que tu dis, parce que on va toujours voir la documentation. Moi, je pense que on pense savoir ce qu'il y a dans la documentation et on met ce qu'on pense savoir, mais on va pas. Moi, je pense que on va pas suffisamment. Toi, tu penses que pendant l'investigation, donc en gros, t'as un mec qui a fait une erreur parce qu'il est pas allé voir le doc, et t'as le mec qui fait l'investigation qui dit il est pas allé voir le doc parce que dans le doc, je pense qu'il y a ça qui est écrit, et il est pas allé voir le doc non plus. Je suis sûr que ça arrive trop souvent. Ok, je veux bien le croire. Oh putain. C'est vrai que dit comme ça, punaise, c'est marrant. Et du coup, on met une capa, faut modifier la documentation. Et le gars qui modifie la documentation, mais je comprends pas, c'est pas du tout ça qui est marqué. Moi, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Ouais, ça arrivait quand même assez souvent d'aller prendre un truc. Bah, c'est justement ça, ce que j'appelais les tunnels documentaires, le jour là, que j'ai pas fait un post là-dessus. Où Ouais. tu fais bon bah allez, on va voir ce qu'il y a marqué. Ah, ça nous renvoie dans un autre truc. Bon, allez, vas-y, fais voir le document. Bon. Ah, ça renvoie dans un autre truc. Bon, allez, fais voir le document. Et comme ça, tu fais 2-3 documents. Puis à la fin du dernier document, ça te renvoie au premier. L'information elle est tombée au milieu. Enfin, tu sais pas très bien où elle est. Et bah t'es pas plus avancé quoi. Ouais. Et franchement, quand tu te remets dans un contexte opérateur, jamais le gars, il va, franchement, t'arrives à un premier document qui te renvoie à un autre, s'il est pas dans le suivant, bah t'abandonnes et tu fais à ton idée, hein. C'est clair. Bon, mais du coup, voilà. Donc, en tout cas, la documentation, la formation, ce sont 2 grandes causes d'erreurs humaines. Enfin, 2 grandes causes qui peuvent expliquer des erreurs humaines. Ok. Mais par contre, je ne pense pas, et je suis même persuadé que de faire des projets de simplification de documentation et de retravailler la formation, c'est pas ça qui empêchera les erreurs humaines de se produire. Parce que pour moi, il y en a encore 3 autres de grandes causes qui expliquent les erreurs humaines. Je vais prendre un autre qui est un peu simple, mais pour autant, qui est quand même à noter, c'est le changement. Tu changes une habitude des personnes. En gros, les personnes, ils ont des habitudes un peu ancrées en elles font toujours la même chose. Du jour au lendemain, tu changes une manière de faire, soit par un change control, soit en fait 90% de nos produits ils sont faits de telle manière, puis 10% ils sont faits d'une autre manière, et en fait t'as pas bien fait en sorte que la personne elle soit bien consciente de ce changement. Bon bah voilà, ça peut générer des erreurs. Ok. Ensuite, on a 2 autres catégories qui me semblent assez intéressantes. Ouais, vas-y, dis-moi. Ouais, non, j'ai dit on peut peut-être donner un petit exemple. Enfin, au final, la façon qu'en général on accompagne le plus le changement dans les industries dans l'industrie pharmaceutique, c'est modification de documents, prise de connaissances. Voilà. Et là, du coup, ça, et même c'est quand t'as de la formation, hein. Même quand t'as de la formation, ça se limite souvent de la formation théorique. Il n'y a pas d'accompagnement. Et
Ah non, mais je vais pas rentrer là-dedans parce qu'il faudrait qu'on fasse un épisode là-dessus. Mais aujourd'hui même, j'expliquais à des clients c'est quoi la notion, à quoi ça sert un dossier de l'eau, pourquoi un dossier de l'eau ça garantit pas que la production elle s'est passée comme elle devrait se passer. Ce qui permet de le garantir, c'est ce que vous mettez en place, les observations de tâches, le suivi sur le terrain, la formation, comment vous enfin, et en fait, à un moment donné, le changement, ça doit aussi s'accompagner sur le terrain et pas que une formation en salle ou une information donnée comme ça, quoi. L'accompagnement, faut qu'on soit sur le terrain avec les gens pour les aider, pour leur expliquer, et faut pas, je sais pas comment. Ouais, faut être sur le terrain, quoi. Ouais, mais c'est ça, les gens ont plus le temps, quoi. Mais du coup, ils ont plus le temps parce qu'on va regarder un dossier de l'eau pour dire c'est bon, le donné qui est dans le dossier de l'eau, elle est bonne, donc ça veut dire que mon produit il est bon. Non, don de Dieu, ça veut juste dire que tu as écrit la bonne donnée dans ton dossier qui permet d'avoir l'historique de ton lot. Et puis si tu vas plus loin, regarde, t'as combien dans ton bon du premier coup? T'es à 0% en sortie de ligne. Et t'as combien de taux? T'as 80... T'as 60% d'erreurs d'écriture, donc ça veut dire que 60% des cas où t'as eu une faute, c'est que le mec, il a pas écrit le bon chiffre. Qu'est-ce qui te dit que quand tu as une donnée qui est juste, c'est bien le bon chiffre, quoi? D'habitude, c'est 5, hop là, 5. Non, mais voilà. Donc c'est cette perte de confiance dans le système, enfin dans les personnes qui réalisent vraiment, qui est répercutée sur le temps que tu passes à contrôler la documentation au lieu d'aller regagner la confiance. Mais la confiance, elle se gagne. Ouais, mais la confiance, elle se fait pas en regardant les documents. La confiance, elle se fait en étant sur le terrain, en faisant des observations de tâches, en accompagnant les gens, quoi. Oh bon, digression. Ok, ouais, digression, mais voilà, donc le changement. Son changement. Ensuite, on a, celui-là je l'aime bien, c'est la charge mentale. La charge mentale. La charge mentale, la charge mentale, je pense que les opérateurs aujourd'hui, ou les techniciens, ou même les logisticiens, etc., ils ont une charge mentale qui est pas négligeable au moment où ils sont en train de faire leur production. Et de toute manière, ils ont au moins, si on prend en prod, 2 tâches en même temps, c'est produire et renseigner le dossier de l'eau. Ils font ça en même temps. Et en fait, il y a plein d'études qui le montrent et il y a plein de, vous pouvez les regarder sur YouTube, hein, vous cherchez des vidéos sur l'attention, des trucs comme ça, vous allez voir. On n'est pas capable d'être concentré sur 2 tâches en même temps. On est capable de faire 2 tâches en même temps, mais on n'est pas capable d'avoir la même attention sur les 2 tâches. Il y en a forcément une qui va prendre plus d'attention que l'autre. Quand on fait 2 tâches en même temps, ça veut dire que celle sur laquelle on a notre attention qui est focalisée, on va potentiellement moins faire d'erreurs, mais l'autre, il va y avoir des erreurs. Un jour ou l'autre, c'est sûr, c'est certain. Et donc voilà, donc la charge mentale, ça peut être, j'ai je suis en train de faire 2 trucs en même temps. Je pilote de l'eau en compression ou en fabrication en même temps. Je fais mon dossier de l'eau et je suis ma ligne de conditionnement en même temps. Donc tu vois, il y a plein de choses. Ça peut être aussi la charge mentale. Je fais une activité, et ça c'est super connu dans le Mirage, je fais une activité répétitive sur une période longue, d'environ pendant, alors je sais pas quels sont les temps au Mirage, mais au bout d'1 heure et demie, quand tu fais toujours la même chose, ton attention, fatalement, elle va diminuer, quoi. Ouais, voilà. Et puis après, pour réduire la charge mentale, t'as l'ergonomie aussi du travail. Je veux dire, si à chaque fois que t'as besoin d'un outil, il faut que t'ailles à l'autre bout de l'atelier, ou alors tu sais même pas où tu vas le trouver, tu sais. Des fois, l'outil, forcément, ça t'augmente ta charge mentale. Qu'est-ce qui va augmenter la charge mentale aussi? Après, là, t'as les trucs qui diminuent la charge mentale, qui sont les anti-erreurs, les détrompeurs, quoi. Donc, mais la charge mentale, je pense que c'est un point vraiment important. En fait, du coup, s'intéresser à la charge mentale, je pense que c'est ce qui va aider le plus les gens à trouver des actions pertinentes pour réduire les erreurs humaines. Parce que du coup, par contre, il faut faire preuve d'empathie. Et du coup de se mettre dans les chaussures de l'autre pour un peu voir ce qu'il a vécu ça, c'est vrai. au moment de la déviation.
au moment de l'action, quoi. Et là, c'est dire merde, putain, c'est difficile, c'est vrai que c'est chaud, et ça, en fait, ça coule pas de source, quoi. Et du coup, c'est là où l'action qu'il faut faire, c'est finalement, c'est comment est-ce que je pourrais faire pour que ça soit facile et que ça coule de source, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'y penser pour le faire correctement. Et c'est justement ça. Il y a une comme tu dis, ouais. Ou alors, si je peux pas faire pour que ce soit plus simple et que ça coule de source, comment est-ce que j'organise le travail de la personne pour qu'au moment où elle fasse ça, elle ait que ça à penser? Exactement, ouais. Ouais, la charge mentale, je pense que c'est ce qui va aider le plus les gens à trouver des solutions hors rappel opérateur. Parce que au final, quand on se met à penser à la charge mentale, plus jamais on fait de rappel opérateur. Plus jamais. Parce que du coup, finalement, putain, le gars il a depuis 20 ans, le procédure elle a pas changé depuis 20 ans et c'est ce jour-là qu'il s'est planté. Bah tu sais pas ce qui s'est passé le soir. On va lui faire un rappel opérateur. il s'est peut-être engueulé avec sa femme, son gamin il a peut-être été malade et il a pleuré jusqu'à je sais pas quelle heure, ou alors du coup je sais pas moi, des trucs de la vie quoi. Et ce jour-là, bah oui, t'es fatigué et il a raté le truc et puis voilà. Et par contre, si le système avait été mieux foutu, il l'aurait pas raté. Exactement. Et en fait, c'est un défi qui est super important. C'est comment est-ce que tu fais pour améliorer l'attention des opérateurs. Ça peut être par de la planification, c'est-à-dire, comme je disais, tu fais en sorte que le mec, quand il est sur une activité sur laquelle on ne peut pas optimiser l'ergonomie, eh ben, il est que ça à penser, il est que ça à faire. Ou alors, la planification, bah, c'est comme on disait au Mirage, toutes les 20 minutes, tu tournes ou des trucs comme ça. Ça peut être sur de l'organisation, bah sur cette tâche, je sais pas, on rajoute une personne, j'en sais rien, hein, bref. Ça peut être des outils ou des méthodes de travail qui permettent d'améliorer l'attention. Et en fait, c'est ça le défi, c'est comment est-ce que j'améliore l'attention des personnes, parce que du coup, même si t'as pas deux activités à faire en même temps. Comme t'as dit l'exemple, hein. La veille, le mec, il s'est engueulé avec sa femme jusqu'à 3h du mat. Le lendemain, il prend son poste à 6h, il est crevé. Tu t'es pris une tôle avec tes copines. Forcément qu'il sera moins. Ouais, ou voilà, exactement. Forcément que le lendemain, il va être moins attentif. Et donc, si on n'a pas mis en place des outils pour, sur les actions critiques, être plus attentif, bah ça arrivera une erreur humaine, c'est normal. Et c'est marrant parce que il y a 3 ou 4 ans, j'étais sur un site où j'avais passé une journée à diagnostiquer un peu les pratiques sur les erreurs humaines. On n'avait pas fait de projet finalement, mais t'avais les mecs, ils avaient lancé un formulaire où en gros l'opérateur il disait oui j'étais fatigué, oui machin. Putain, mais à un moment donné, faut se concentrer sur quoi on peut agir. La société pharmaceutique, l'entreprise, elle peut pas imposer à ses opérateurs de se coucher à telle heure, de ne pas s'engueuler avec leur femme, de pas avoir d'enfant qui est malade, etc. Non, par contre, ce qu'elle peut faire, c'est mettre en place des moyens au quotidien pour faire en sorte de favoriser l'attention des gens sur ce qu'ils font en fonction du niveau de risque de la tâche qu'ils doivent faire, quoi. Exactement. Donc voilà, la charge mentale. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur avec Arnaud. ouais, c'est intéressant, quoi. Ah ouais, c'est... Et le dernier, alors la dernière cause, celui-là tu l'aimes bien. Moi aussi je l'aime bien. C'est le comportement individuel. Celui-là il fait un peu mal dit comme ça, mais je pense qu'il faut quand même le regarder. Combien de fois, moi le premier, hein, ça vous est arrivé de prendre la mauvaise décision en ayant au fond de vous cette petite voix qui vous dit je suis pas sûr que j'ai le droit de la prendre, mais vas-y, je la prends. Combien de fois il y a des opérateurs qui vont prendre un raccourci pour faire un truc parce que bah aujourd'hui, je sais pas, il y a un peu de pression sur le planning ou vas-y, flemme, aujourd'hui j'ai un peu la flemme, je fais le truc un peu par-dessus la jambe ou quoi, enfin et c'est un peu dur de dire ça, mais c'est la réalité, quoi. J'ai jamais trouvé sous ce tapis, j'ai la flemme de le démonter, hop là. Voilà, exactement. Puis de toute façon, il y a jamais rien eu là, voilà, c'est bon, quoi.
Voilà, exactement. Donc ça arrive et c'est pas forcément parce que les gens ils sont de mauvaise volonté et il faut aussi mettre un peu d'empathie là-dedans. On parle de personnes qui ont un job qui est quand même assez fatigant quand tu fais je sais pas sur des sites où t'es d'équipe du matin, d'après-midi, voire même les 5-8 ou des trucs comme ça. C'est pas non plus le job qui te passionne, tu fais là, voilà, c'est pour gagner ta vie et puis après tu penses à quand tu vas rentrer chez toi. Donc c'est normal au bout d'un moment, faut aussi accepter ça c'est pas des robots quoi, c'est pas des robots. Mais par contre ça veut dire si les gens ils pensent comme ça veut dire qu'en fait ils ont pas vraiment conscience de ce qu'ils sont en train de faire et là, c'est un problème qui est lié à la culture qualité sur le site, qui est lié au fait que j'ai pas peur par exemple de dire à un collègue attends là tu fais une connerie quoi ou voire même à un manager tu vois. J'ai une théorie là-dessus qui en gros tu pourrais dessiner une courbe entre le niveau de culture qualité de la personne et la pression que tu lui mets et du coup en fait et au bout d'un le gars le plus consciencieux dans son travail du monde, au bout d'un moment, si tu le presses comme un citron suffisamment fort, carrément, il va forcément finir par péter couper ses un barrières. Coin. Ouais. Et ça, du coup, tu le vois tu le vois très souvent chez toi quand tu fais du bricolage ou des machins comme ça. Tu sais comment faut faire. Et putain, t'as passé toute ta journée à faire un truc. Tu dis, allez, c'est bon. L'outil il est à l'autre bout du garage, allez, c'est bon, terrain, tu sais. T'attaques ton machin, je sais pas moi, t'attaques ton truc avec le mauvais outil, tu pètes ton morceau de bois ou tu défonces ta finition, alors qu'au final t'aurais été chercher ta défonceuse, t'aurais appliqué t'aurais pris le beau forêt, t'aurais fait le truc nickel. Mais bon, à cause de tout ça, bah voilà. T'as niqué ton dernier truc. Ou tu vois, voilà, c'est ça. Au lieu de dévier, enfin, tu sais, voilà, ce que j'appelle le régleur de problème, c'est le marteau, tu vois. C'est putain, j'ai trop la flemme. Vas-y, on donne un coup de marteau. Et voilà, hop là, je sais pas, t'as plié ta goupille, ça y est, c'est fini. Alors que finalement, tu sais très bien que ça va jamais, qu'il faut pas taper dessus, quoi. Et c'est exactement ça. C'est poussé à bout par l'effort. Finalement, tu coupes toujours un coin. Donc, voilà, donc ça c'est le. C'est ça. Et ça, y a pas de solution miracle, de capa à mettre là-dessus. Ça, c'est un travail de fond sur la culture qualité, parce que ça veut dire qu'en gros, si vous avez beaucoup d'erreurs humaines qui sont liées à des problèmes de comportement individuel, et il y a des sites où c'est le cas, on va pas se mentir. À partir du moment où vous voyez des morpions sur les toilettes des chiottes, c'est qu'à mon avis, vous avez un problème de comportement individuel. Quand tu dis des morpions, c'est pas des morpions, pas des animaux quoi. Les morpions avec les ronds et les croix. Ouais. Les morpions avec les ronds et les croix quoi. Les gars qui jouent aux morpions dans les chiottes quoi. Bref, pardon. Non, du coup, ça veut dire que c'est pas un problème d'hygiène, c'est un problème de comportement individuel. Mais oui, voilà, non, il y a et du coup, là-dessus, c'est un problème de fond, du coup, c'est travailler sur du long terme, sur la culture qualité, et depuis même le codir. Parce que si on a un codir qui a pas une culture qualité, ça marche pas. Et en règle générale, si on observe des trucs comme ça, c'est que le codir a pas cette culture qualité. Il a cette culture de faut produire. Mais ouais, et c'est l'exemplarité aussi, général, c'est pareil. Nous on le voit, franchement, on va pas se mentir, mais moi je le vois vraiment parce que on a en même temps, en parallèle, on peut avoir 3, 4, voire 5 clients. Donc 5 sites pharmaceutiques différents où on va intervenir et donc sur 6 mois ça augmente. On les voit il y a des sites où tu vois tout de suite dans le codir t'as un directeur qualité qui est un peu effacé et puis tu vois la pression de il faut produire il y en a. Et puis à côté de ça t'en as d'autres où c'est la qualité c'est le roi, tout le monde dit amen à ce qu'il dit. Il y en a aussi, donc on voit vraiment les différences là-dessus. Et même souvent et quand t'as la qualité, c'est le roi, tout le monde dit amen, c'est pas forcément bon non plus.
Ouais, c'est pas forcément bon non plus, hein. Parce que là, on perd l'efficacité et du coup, on rajoute des couches, on rajoute des couches, on rajoute des couches. Donc, on rajoute de la charge mentale. On a peut-être un peu c'est moins de comportement, mais on a un peu plus de charge mentale. On revient sur les problèmes de surqualité et de sous-qualité, quoi. Exactement. Donc, la vérité est donc probablement mieux. Voilà un peu les. Donc, en résumé, les 5 grandes causes: la documentation, la formation, le changement, la charge mentale, le comportement individuel. Exactement. Et donc, par rapport à ces différentes causes, est-ce que le contexte de l'erreur humaine est toujours le même? Est-ce que du coup, il y a pas Mais pas aussi alors, Paul Adrien, comme c'est étrange que tu me poses cette question. Bon, écoute, Non, mais non, mais c'est clair. Oui, le contexte, il joue énormément. Il joue énormément sur quelle cause va ressortir. Parce que tu peux avoir un gars qui a un peu de charge, qui était en train de faire 2 activités et qui en plus est pas allé voir sa doc, par exemple, ou qui n'a pas la bonne info dans la doc. Si tu regardes pas un peu le contexte de l'erreur, ça va être difficile de dire c'est quoi le truc qui pèse le plus, quoi. Et en fait, pour moi, il y a 3 éléments qui vont qui vont être intéressants de regarder dans le contexte. C'est la complexité de la tâche. Ouais. J'allais dire dans ton exemple, c'est surtout si on dit bah voilà, le gars il a pas regardé sa doc. Si justement, comme tu allais le dire, hein, si le gars il est là depuis, comme on disait tout à l'heure, si le gars il est là depuis 20 ans, franchement là, avec la doc elle a pas changé depuis 20 ans, ouais. Oui, effectivement. Mais si le gars il est tout nouveau, arrivé d'hier, ouais. et qu'il a pas regardé sa doc et du coup qui vient d'être formé, là on est dans effectivement un problème différent, quoi. Ouais, ok. Et si t'as le gars qui est là depuis 20 ans et que c'est un truc un peu plus compliqué à faire et qui fait ce truc-là tous les 6 mois, je suis désolé, c'est pas parce qu'en gros il a un peu moins l'expérience sur la tâche, en fait. Le fait que ce soit une fréquence faible fait que tous les 6 mois, mince, comment je fais? Je me rappelle plus. On a tous un truc comme ça dans notre quotidien, dans notre vie perso, où il y a un truc, je sais pas, faut faire la maintenance de telle machine là. Moi, c'est ma machine à café. J'ai une machine qui moule grain, tu sais. J'ai la maintenance que je dois faire tous les jours, c'est vider le marc de café, mettre de l'eau. Ça, c'est bon, hein, je sais faire. J'ai plus besoin de la notice, mais alors pas du tout. Et puis tous les 3 mois, tac, t'as le truc, faut faire le détartrage. Mais j'en ai aucune idée c'est quoi la marche à suivre. Et dans 3 mois, je sais que quand je l'aurai fait, dans 3 mois, j'aurai absolument oublié comment je dois le faire. Donc, il y a, complexité. Est-ce que c'est facile ou pas? Si détartrer, c'était appuyer sur un bouton, même si c'est tous les 3 mois, pas besoin de regarder la doc, hein. La fréquence, du coup, et l'expérience, quoi. Est-ce que je viens d'avoir ma machine ou pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça a une vraie influence sur les causes. Donc ouais, c'est pas parce que effectivement le gars il a pas regardé sa documentation que ça va être une erreur de documentation directe. Enfin, ça va être une erreur humaine liée à la documentation directe. Exactement. Je peux avoir une doc pourrie, un niveau de formation pourri, mais le gars il a fait une erreur sur une tâche simple qu'il fait tous les jours. Je suis désolé, ça va choquer les gens. Mais en fait, il faut juste imaginer que ce gars-là, il va plus voir vos procédures depuis un moment. Même si votre doc elle est pourrie, c'est pas ça qui va. Comment? Je suis pas sûr que ça choque les gens. Non, mais ouais, bon, ça va choquer les gens qui croient encore que la qualité c'est je fais ce qui est écrit. Ouais, mais en tout cas, je le fais, mais de mémoire. Hein. Bref, donc voilà. Mais en même temps, on est sur une tâche simple que le mec il fait tous les jours. Bien évidemment qu'il va pas regarder son document à chaque fois qu'il le fait. Donc, même si on a la doc la plus pourrie du monde et qu'il a pas regardé le doc, dans ce contexte-là, d'une tâche simple qui est faite tous les jours par quelqu'un qui est là depuis longtemps, c'est même pas la peine d'aller regarder la partie documentation, en fait. Et donc, la corollaire de ce qu'on est en train de dire, c'est ça, la corollaire de ce qu'on est en train de dire de ce qu'on est en train de dire là, qui est très importante, c'est justement
quelle action mettre en face de quelle erreur humaine. Et justement, c'est là où c'est très très important de regarder et les causes et le contexte de l'erreur, parce que ça va nous permettre de mettre en place une capa qui va être efficace. Bonne action. Et je peux vous assurer que quand vous allez commencer à réfléchir comme ça, en fait, modifier les documents suite à une erreur humaine, ça va diminuer ces capas-là. Ça va diminuer. Et faire des actions concrètes dans l'environnement des opérateurs, ça va augmenter. Ouais, par contre, ça va demander un peu plus d'efforts pour définir des bonnes actions. C'est sûr. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez, quoi? Vous débarrasser, dire c'est bon, j'ai fait une action, ou faire en sorte que l'erreur, elle revienne plus, en fait. Mais c'est voilà. Ouvrir la même déviation, ou trouver des trucs, ou alors s'occuper de nouveaux trucs, quoi. Mais c'est ça. Et passer un peu de temps pour définir l'action qui va vraiment éliminer le truc, quoi. Parce que au final, si tu l'élimines pas, en fait, c'est un mauvais calcul un peu court-termiste, c'est de dire ok, hop, allez, c'est bon, j'ai fini ma déviation, je pars en congé ce soir, tranquille. Tu reviens 2 semaines après de tes congés, boum, la nouvelle déviation. Et finalement, tu repasses du temps à retraiter les mêmes déviations, du temps. Et là, t'es là, mais on n'a pas le temps d'aller sur le terrain, on a trop de déviations. Alors qu'en fait, t'investis un peu de temps une fois sur ta déviation pour définir la bonne action en face de la bonne cause en fonction du contexte de la tâche. Et voilà. Mais surtout, et comme d'habitude quand on parle des capas, définir l'action avec celui qui va la réaliser. Bon, si c'est toi qui la réalise, ça va. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui va aller la réaliser, il faut à minima lui présenter, s'il n'a pas participé à l'investigation, il faut lui présenter l'ensemble de l'investigation et dire ok, voilà ce qu'on a trouvé, qu'est-ce que tu proposes? Et là, vas-y. Et définir et aussi impliquer les gens. Si tu veux modifier une manière de faire, mettre en place une nouvelle méthode, il faut aussi impliquer les gens qui vont vivre avec cette nouvelle méthode. Parce qu'ils peuvent avoir mais par contre avec des pincettes. Parce que tu peux complètement te gourer et ils vont te dire non mais ce que tu es en train de nous dire qu'on va faire demain c'est mort, on peut pas le faire. Il faut être capable de prendre un peu de recul par rapport à ce c'est mort, on peut pas le faire. Parce qu'il y a des cas où ça sera légitimement c'est mort, on peut pas le faire. Et puis il y a des cas où ça sera juste de la résistance au changement, quoi. C'est trop vrai. Bon, allez, en tout cas, merci cool. À vous tous. Nous existons grâce à vous et à nous au final. Bonne journée. Bon trajet de voiture, bon trajet de métro. Et à bientôt pour un prochain épisode. Allez, à bientôt. Merci. Ciao, ciao.